le monde! Me voilà de retour après un bon mois d'absence sans avoir rien posté, rien filmé, rien que ça. Mais par contre je vous assure je n'ai pas chômé sur les lectures puisque à l'heure où je vous parle on est mi-août à peu près et je suis déjà à 7 romans lus depuis le début des vacances donc je suis plutôt fière de moi. Sauf qu'à côté c'est sûr que si je ne filme pas de vidéo pendant un mois, bah, j'accumule les lectures. Donc là je me retrouve avec 5 romans pour ce bilan lecture du mois de juillet à vous présenter. Donc il y a du bon comme du moins bon, un peu mitigé, mais bon, ça arrive d'avoir des déceptions aussi, hein, c'est ça le but du jeu. Donc je vais commencer par évoquer le roman qui a été le coup de cœur de ce mois-ci. Il s'agit du tome 1 de la saga Les 7 sœurs de Lucinda Riley. Donc peut-être que vous connaissez de nom ou même vous l'avez déjà lu, c'est une saga très connue. Et ce qui est drôle c'est qu'à l'origine, cette saga ne me tentait absolument pas. J'en avais entendu parler sur pas mal d'autres chaînes de youtubeuses qui conseillaient des livres et on revenait souvent, mais je sais pas, ça le faisait pas, ça me tentait pas et surtout en fait limite ça m'effrayait un peu parce que quand je vois des sagas qui s'étendent sur je sais pas combien de tomes, bon à un moment ça fait un peu lourd quoi, je me suis dit je vais pas suivre et finalement un beau jour je défilais un petit peu les recommandations sur la FNAC et je suis retombée sur lui. Donc je me suis dit, au pire, lis le résumé, ça ne te coûte rien. Et en fait, en lisant le résumé, je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible, je peux pas passer à côté de ce qui m'a l'air être un très bon livre. Effectivement, le résumé m'a beaucoup tentée. Donc, pour faire simple, rapide et concis, de quoi ça parle les 7 sœurs? On suit donc 7 sœurs, très perspicace. On suit 7 sœurs qui ont été adoptées aux quatre coins du monde par un même homme. Un homme qui est mystérieux, assez réfractaire à montrer ses émotions, tout ça. Il y a vraiment un mystère en fait qui émane de cette personne, de cet homme. Et donc il les a adoptés. Pourquoi elle et pas d'autres, on ne sait pas trop. Et le début donc de ce tome 1 et qui aussi est un peu une introduction à tous les tomes qui vont suivre. Donc les 100-150 premières pages ici sont un petit peu pour planter le décor, pour nous décrire la situation initiale qui va ensuite permettre aux autres intrigues de se développer par la suite. Donc c'est son décès à cet homme, donc à toutes les filles qui maintenant vivent leur vie, hein, elles sont adultes, donc elles sont toutes éparpillées au quatre coins du monde, reviennent donc dans leur demeure à Genève pour justement en savoir plus sur cette mort soudaine et assez mystérieuse finalement. Sauf que premier changement de programme, c'est que leur père leur a laissé des mystérieux messages à chacune dans une petite enveloppe. Et donc dans ce tome 1 qui concerne la sœur aînée, donc Maya, ce sont des coordonnées géographiques. Et en fait, elle va vite comprendre que chaque sœur a reçu un message lui permettant ensuite d'aller sur les traces de son passé, de son origine en quelque sorte. Et ici, donc, on suit Maya qui va faire son périple à travers le Brésil pour tenter de retrouver ses ancêtres, de retrouver ses ancêtres, en tout cas de savoir d'où elle vient, peut-être en apprendre aussi plus sur elle-même. Et donc ce que j'ai beaucoup aimé, c'est d'une part le fait que on voyage beaucoup forcément à travers ces romans. D'ailleurs, preuve que j'ai beaucoup aimé ce tome 1, c'est que j'ai acheté le tome 2 là il n'y a pas très longtemps, qui concerne donc Ali, la seconde sœur dans la liste. Donc je vous en reparlerai évidemment quand celui-là je l'aurai lu, mais j'en doute pas aussi que je vais beaucoup aimer. Alors c'est vrai que on peut se dire ouais il y a 7 sœurs donc forcément il y a 7 tomes, un tome dédié à chaque sœur et à sa propre histoire. Est-ce que c'est pas un peu redondant?
Alors peut-être, après là j'ai lu que le premier tome, donc c'est peut-être pour ça que je suis aussi enthousiaste. Après peut-être qu'au fur et à mesure ça va peut-être commencer à être longuet, je ne sais pas, à voir. Mais en même temps je me dis que c'est peut-être à chaque fois le même style d'intrigue. Enfin on sait que c'est une des sœurs qui va aller sur les traces de son passé. Mais en même temps, c'est différent parce qu'à chaque fois, on suit une sœur différente, donc on a affaire à une personnalité différente. Et c'est vrai que je pense, en tant que lecteur, il y a certaines sœurs, on peut plus adhérer à leur personnalité que d'autres, on a plus d'attachement. Et également, forcément, elles vont pas toutes aller au même endroit, elles ne sont pas toutes issues du même pays. Ce qui fait que on voyage beaucoup et on découvre à chaque roman finalement un air nouveau. Ici, c'est le Brésil, donc toute sa culture, que moi en plus, je connais pas. Donc ça permet aussi d'en apprendre davantage sur le pays. Donc ça fait voyager tout en restant dans sa chambre, surtout pendant les vacances, ça c'est plutôt cool. Également, on s'attache vraiment au personnage principal, mais aussi au personnage et ses rencontres, les rencontres qu'il peut faire à travers le roman. Ce qui est bien aussi, c'est le fait qu'il y ait une double temporalité. C'est d'un côté, on suit donc Maya qui est à la recherche de son passé en quelque sorte, et à côté, on remonte dans le temps justement pour être à la place de ses ancêtres, euh, où nous est également expliqué leur histoire en fait. Donc ça c'est bien, c'est très bien fait parce que c'est bien ficelé, et d'un côté on suit le présent, on voit tous les questionnements que Maya se pose dans sa tête, et de l'autre côté on a les réponses grâce en fait à un retour dans le passé. Ouais, c'est cette richesse on va dire de mystère, de voyage qui je trouve fait tout le charme de ce roman, et je pense aussi de cette saga, puisque ça va être un petit peu le même procédé à chaque fois. Je sais que dans le tome 2 par exemple, on s'envole en Norvège, donc tout l'opposé du Brésil, un pays froid. Mais j'ai tout aussi hâte de découvrir ce qui m'attend. Mais voilà, franchement j'ai beaucoup aimé. Je compte bien continuer la saga pour le moment. Et puis je vous tiendrai évidemment au courant pour le tome 2 qui est juste là. Ce que j'ai oublié de préciser, c'était que il y a quelque chose de réconfortant dans cette lecture. En fait, c'est vraiment une lecture qu'on pourrait catégoriser de feel good, à savoir qui pas prise de tête, qui fait du bien en fait, qui est réconfortante. Il y a vraiment quelque chose qui émane de ce livre qui est un peu addictif, même si on sait qu'il n'y aura pas un retournement de situation incroyable ou quoi, on a quand même envie de défiler les pages parce que, je sais pas, moi je m'y sentais bien dans ma lecture, ça me, ça me détendait en même temps. On savait qu'il y avait une bonne issue à la fin, et je pense que c'est ça qui est aussi plaisant. Il y a aussi quelque chose de... L'autrice parle beaucoup d'amour à travers le roman, que ce soit dans des aventures amoureuses ou même sur des leçons de vie, etc., que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé très bien traité. Donc ça aussi, j'ai trouvé que c'était un petit plus au roman. Ensuite, celui-là, je ne vais pas m'attarder dessus, tout simplement parce qu'il fait l'objet de ma dernière vidéo YouTube. Donc je vais tout simplement vous renvoyer à celle-ci si vous ne l'avez pas vue et que ça vous intéresse d'avoir un avis un petit peu plus constructif et explicité. Euh, il est tout simplement dans ma dernière vidéo, que je vous mettrai là, je crois, dans le petit i. Onglet information pour que vous puissiez y avoir accès, ou je la mettrai en barre d'infos, je verrai bien comment je me débrouille. Le monde de Sophie de Jostein Gaarder. Donc comme je vous l'ai dit, j'en ai déjà pas mal parlé dans ma dernière vidéo, donc ce serait de la redite si tout simplement je réitère ce que j'ai déjà dit. On a juste, pour faire court, à faire ici un roman introductif à la philosophie. Donc on suit le personnage de Sophie qui a 14 ans, donc jeune adolescente, qui va découvrir donc les bases de la philosophie grâce à un mystérieux professeur qui va tout simplement lui enseigner donc ses bases au fil de l'histoire, donc ce qui est plutôt pas mal parce qu'en tant que lecteur, nous on peut facilement suivre et comprendre le déroulement et l'évolution de cette philosophie à travers les époques, les changements de mentalité, les changements de concepts, de perception.
sur des mêmes sujets mais qui évoluent en même temps que les mentalités finalement. C'est vraiment une très bonne lecture. Après c'était pas un coup de cœur comme le Lucinda Riley là, parce que il y avait certains moments c'était plus complexe que d'autres. Et je sentais bien que même si des fois c'était vraiment fait pour des débutants, ça me dépassait un peu. C'est-à-dire que je ne savais plus trop où me mettre, je comprenais pas forcément hyper bien tout ce qui était dit, mais c'est quand même abordable et j'en ai tiré des notes. Ce qui fait qu'à tout moment, en fait, si j'ai envie de me replonger dedans sans vraiment tout relire, j'ai mes notes à disposition, donc ça c'est plutôt cool. Du coup voilà, mais si la philosophie ça vous intéresse et que vous n'êtes pas trop doué pour le moment ou que vous voulez en savoir plus, je pense que ça peut être une bonne initiative de lire ce livre-là. Donc maintenant on va basculer vers une touche un petit peu plus pessimiste et négative. Sorry, not sorry. Car les 3 derniers livres sont tout simplement des lectures un peu où je suis un peu mitigée, où il n'y a pas trop eu la petite étincelle qui a fait que ça m'a plus plu que ça. Mais bon, je me dois aussi de vous les partager parce que ça fait partie du jeu. Hein, on peut pas savoir avant de finir un livre si on va vraiment l'aimer jusqu'au bout ou non. Donc bon, du coup, on va commencer tout de suite avec une grosse déception. Ça va peut-être étonner parce que c'est souvent un livre qui est pas mal apprécié, mais moi ça l'a pas trop fait finalement. Ils étaient 10 d'Agatha Christie, mais c'est la fin qui m'a laissé sur ma faim justement. Donc bon, je pense que ça sert à rien que je m'étale trop sur cette histoire parce que la moitié, enfin beaucoup de personnes même sans l'avoir lu connaissent un petit peu. C'est un peu considéré comme un classique du roman d'enquête, du roman policier par excellence. On suit ici 10 personnes qui vont se retrouver sur une île, l'île du soldat donc, qui ont toutes été invitées pour diverses raisons par une même personne mais qui reste assez anonyme, mystérieuse. Ce qui est déjà drôle d'emblée, une petite situation un petit peu d'incompréhension de quiproquo, c'est que quand toutes ces personnes arrivent sur la même île à la même heure, au même endroit, au même moment, tout ce que vous voulez, voilà, et bien déjà elles n'ont aucun lien entre elles, ce qui fait qu'elles ne comprennent pas trop. Elles se disent mais vous êtes aussi invité par un tel pour telle raison, ah non moi oui c'est bien un tel mais c'est pour cette raison là. Donc déjà les gens sont un petit peu perdus dans leur tête. Ils comprennent pas trop, je trouve ça un peu suspect d'emblée. Toutes ces personnes-là, donc avec des profils totalement différents, des personnalités différentes, sont conviées sur cette île, sauf que petit à petit, elles vont toutes mourir une par une, ces personnes. Mais on ne sait pas pourquoi. Enfin, au début, on ne comprend pas, puis après, on a un peu plus d'explications. Mais ça reste quand même assez flou, et ce qui est surtout encore plus déroutant, c'est que toutes ces personnes tombent petit à petit, tuées d'une manière à chaque fois différente. On ne sait pas qui les tue. Même ces personnes-là sont aussi totalement à côté de la plaque, sont totalement effrayées parce que elles sont tout le temps entourées les unes des autres. Et pourtant, elles finissent par se dire toutes que il n'y a personne sorti là par nous, c'est forcément l'un d'entre nous qui est le coupable et qui est un tueur caché en fait. J'avoue que dans cette situation, j'aurais un petit peu... voilà quoi. Mais moi, j'étais juste là en train de lire leur situation, donc ça va. Petit à petit, ils vont tous en fait se soupçonner les uns les autres, ce qui est assez quand même comique. Parce qu'ils sont tous en train de dire « Ah mais en fait, c'est peut-être toi. Mais comment ça peut être toi? Parce que j'ai tout le temps été avec toi dans toutes les situations. Mais en même temps, ça peut être qui d'autre? Il reste que nous deux. » Ou... Enfin, c'est quand même pas mal bien ficelé, hein. Mais c'est la fin, moi, qui m'a déplu. C'est que je m'attendais vraiment à un truc phénoménal. On me l'avait vendu, ce livre. Et je me suis dit, c'est du Agatha Christie. J'avais déjà vu le film. Alors, j'avais pas lu le livre, mais j'avais vu le film Le Crime de l'Orient Express. Le retournement de situation était incroyable. Je m'y attendais tellement pas. Mais là, j'ai trouvé ça classique. J'ai trouvé ça bateau. Je sais pas, ça m'a pas transcendée en fait. J'ai trouvé que c'était peut-être une issue trop simple. Je peux pas plus expliciter, sinon je vais clairement vous spoiler là par contre la fin. C'est que tout au long du livre, en fait, on s'attend petit à petit à découvrir qui c'est. Mais finalement, jusqu'à la fin, moi, j'en avais aucune idée. Et même en découvrant cette personne, ça m'a laissé sur ma faim. Je me suis pas dit, ah ouais, c'est vrai. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé que c'était peut-être un choix un petit peu simpliste.
C'est quand même un roman assez court, hein, ça se lit très vite. Vous ne saurez le dénouement vraiment qu'à la fin, c'est-à-dire dans l'épilogue où je ne sais plus. Le reste, c'est que l'enquête, les retournements de situation ou quoi que ce soit propre à la résolution de l'enquête, on va dire. Mais sinon, voilà, ça l'a pas trop fait pour moi, en tout cas sur la fin. Parce que sinon, en soi, l'enquête, c'est prenant, enfin, on a envie de savoir. Les chapitres sont courts, c'est bien écrit, enfin, c'est du mystère, quoi, mais c'est juste la fin, moi, qui m'a un peu déplu. Nous avons une autre déception qui peut paraître assez étonnante parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément à l'origine. Souvenir de la cour d'assises d'André Gide, donc pareil, un tout petit roman. Donc ici, on a affaire aux réflexions d'André Gide sur la machine judiciaire de notre pays. Mais bon, c'est pas la machine judiciaire comme on la connaît aujourd'hui, hein. Ça date de 1912, en tout cas les propos relatés ici datent de 1912. Donc déjà, on peut prendre un certain recul en tant que lecteur quand on lit ça en 2022. Et ça permet aussi de faire des comparaisons avec aujourd'hui et jadis. Donc on suit effectivement l'expérience de André Gide en tant que juré dans la cour d'assises dans diverses affaires auxquelles il a pu assister. Première chose qui m'a déplu, c'est que j'en attendais plus sur le fond et moins sur la forme, si je puis dire. C'est-à-dire que pour moi, la justice, il y a énormément à déblatérer dessus. Il y a beaucoup de choses à dire, que ce soit des choses en positif ou en négatif. Et là, en fait, il y a eu plus de racontage, si je puis dire, d'enquêtes ou d'affaires qui, en soi, est-ce qu'elles ont grand intérêt à être là, sachant que souvent c'est vraiment comme je dis du racontage et que on n'en tire pas forcément quelque chose. Alors sur certaines, si, parce qu'après, par rapport à ce qu'il dit sur les faits, il en tire des conclusions pour lui, son jugement en tant que juré, on va dire. Mais d'autres, c'est juste expliquer le dénouement et puis c'est tout. Donc certaines affaires, je voyais pas grand intérêt, surtout que c'était pas des affaires très exceptionnelles. Ça reste des choses assez classiques. Et puis surtout, quelque chose qui m'a un petit peu dérangée, c'était que des fois, c'était très... Alors déjà que c'était des affaires qui sont passées en 1912, donc non, en 2022, ça ne touche plus. Et en plus, des fois, je trouvais que c'était très dépersonnalisé, l'écriture. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais par exemple, à certains moments, je ne sais pas pourquoi, ils les appelaient par leur prénom, à moins que ce soit des prénoms utilisés, je ne sais pas. Et d'autres fois, il y avait plein de personnages dans l'affaire qui s'entremêlaient. On savait plus qui était la victime, qui était le coupable, parce que c'était prénommé comme Monsieur X, Madame Z, Monsieur Y. Moi, comme ça, je m'y retrouve pas en fait. J'arrive pas à associer, j'arrive pas à imaginer dans ma tête pour faire de l'ordre, pour que ce soit clair, avec des prénoms qui sont inventés tels des lettres. Donc déjà, ça m'a pas plu. Ensuite, les enquêtes, je les trouvais pas intéressantes. Et c'est surtout que je trouvais qu'il manquait, comme vous voyez, c'est un petit livre, hein, donc il manquait de fond sur les réflexions d'André Gide. Moi, je voulais qu'il explicite plus son avis. C'est comme si en fait il nous laissait un petit bout et que le reste, fallait un peu deviner le reste du cheminement de sa pensée. Donc je trouvais ça un petit peu dommage. Il y a quand même des réflexions intéressantes justement sur le rôle du juré, sur est-ce que finalement, donc ça vaut pour l'époque, mais je pense que c'est des réflexions qui peuvent aussi valoir aujourd'hui, à notre époque à nous, c'est est-ce que finalement le juré est apte, c'est apte aussi à délivrer un jugement qui est juste en conséquence des actes commis par la personne qui juge, donc le condamné. Est-ce que finalement il est assez mature pour tenter de comprendre le condamné et pour ne pas laisser sa propre expérience, sa propre histoire, ses propres préjugés prévaloir sur justement sa censée impartialité, on va dire. Donc c'est quelque chose qui est hyper intéressant, soit explicité, mais j'ai trouvé que il en manquait en fait de cette réflexion. Et enfin, le dernier roman
qui est un roman qui m'a été offert pour mon anniversaire, donc ça remonte un petit peu, par une amie, donc Maëwen si tu passes par là, Où naissent les héroïnes de Claire Vigarello. Donc c'est une autrice que je ne connaissais absolument pas. Et alors même si c'est un livre qui m'a été offert et j'en suis reconnaissante profondément, je vais être totalement honnête, à la fin ça l'a plus trop fait pour moi. C'est-à-dire qu'il y avait quand même enfin quand on lit le résumé, il y avait quand même un potentiel. C'est-à-dire qu'on suit ici une femme qui est un peu dans sa crise de la trentaine, quarantaine, je ne me rappelle plus exactement. Elle a un mari qui est totalement niais, qui est un poids pour elle, hein, on comprend, qui est totalement obnubilé par une seule chose, je sais même plus exactement tellement c'est un peu tiré par les cheveux. Je sais pas où l'autrice allait chercher ça, mais son mari à moitié en dépression, il a arrêté le travail parce que il est malencontreusement tombé sur une affaire chez le vétérinaire, je sais pas, un chien est mort, j'ai pas tout suivi et il veut à fond prouver que les coupables de cette mort sont des pharmaceutiques qui vendent des produits pour des chiens mais qui sont totalement empoisonnés ou je sais plus trop quoi. Déjà j'ai du mal à vous retranscrire ce que moi j'ai lu donc c'est pour vous dire. Ensuite, elle a deux ados en pleine crise. D'un côté le surdoué qui veut monter un opéra et de l'autre un jeune adolescent obsédé par les nanas. Donc une balance à nouveau qui s'effectue. Et elle a tout simplement la routine de la vie d'une femme, donc la charge mentale, parce que son mari il est tellement obnubilé, il est tellement à côté de la plaque que il n'a pas trop finalement, à part son affaire là, il n'y a pas trop grand chose qui l'intéresse. Il est profondément stressé, ce qui la stresse elle également. Elle a son travail, donc elle travaille dans une entreprise qui vend des matelas. Mais vraiment je me dis mais où l'autrice est allée se dire tiens ça va être intéressant. Enfin bref. Donc dans une entreprise de matelas et son boss est totalement dégueulasse avec elle. Il l'utilise un petit peu quand il a besoin d'elle, c'est un petit peu son larbin, et puis quand il n'a plus besoin d'elle, hop, tu fais un peu ce que tu veux. Elle passe totalement inaperçue dans l'entreprise, elle n'a pas confiance en elle, elle sent pas l'aise dans son corps, elle a l'impression d'être une vaurien en fait, c'est un peu triste à dire. Mais en gros voilà, ça c'est la peinture de sa vie. Et puis en fait un jour, pour un petit peu remédier et fuir un peu la réalité de sa propre vie, elle va se décider de son côté, hein, sans en parler à personne, d'écrire une histoire, donc avec pour personnage principal son héroïne qui s'appelle Charlotte. Et en fait ce qui est drôle c'est que à chaque fois qu'elle l'écrit, enfin à travers son personnage principal donc dans cette histoire, c'est en fait l'opposé, c'est l'exact opposé d'elle-même. Cette héroïne, Charlotte, a confiance en elle, elle attire les regards, voilà, elle est plaisante, tout lui réussit dans la vie, rien ne peut l'arrêter. Bref, tout l'opposé en fait de Sylvie. Donc c'est comme si elle replaçait un petit peu tous ses fantasmes, toutes ses envies à travers le personnage dans son roman. C'est peut-être aussi une manière pour elle un petit peu de rêver. Sauf qu'un jour, donc ça traîne hein, pendant plusieurs mois, c'est un petit peu devenu sa bouffée d'oxygène qui lui permet un petit peu de s'évader par rapport au cours de sa vie qui est un petit peu, bon, qui commence à lui peser sur les épaules. Sauf qu'un jour, son manuscrit est envoyé à une maison d'édition, mais elle ne sait pas qui l'a envoyé. Donc là, elle est en totale panique parce que ce qu'elle écrit, c'est considéré en fait un petit peu comme un roman érotique. Donc elle s'est clairement laissée aller la Sylvie là. Hein. C'est pour ça que elle est totalement stressée parce que ce n'est pas ce qu'elle écrit, c'est pas finalement à l'image de ce qu'elle est. Ce n'est pas ce que ses proches pourraient penser d'elle. Et finalement, elle reçoit un message d'une maison d'édition, d'un homme qui lui dit mais j'ai adoré votre roman, faut le publier, dites-moi qui vous êtes, appelez-moi, qu'on se rencontre. Donc elle commence à totalement paniquer. Et puis en fait petit à petit, elle va finir par céder et publier son roman sous un nom de plume, donc pour rester anonyme quand même. C'est un succès retentissant. Son roman est un best-seller en fait. Et donc petit à petit, au fil de l'histoire, elle va en faire plusieurs. Forcément à un moment, syndrome de la page blanche, elle n'arrive plus à écrire. Elle est limite en dépression parce que c'était sa raison de vivre. Elle a l'impression de retomber dans ses travers et de revenir dans sa vie d'avant.
Et surtout, elle doit gérer le stress de pas faillir à son anonymat, c'est-à-dire que personne ne sait que c'est elle qui a écrit ce livre. Donc faut qu'elle garde cette identité secrète, enfin bref, il y a toute cette trame. Et donc pourquoi ce livre m'a déplu, c'est que déjà c'est long à se mettre en place. Il fait à peu près 400 pages et il y a au moins 150-200 pages, je dirais, peut-être un peu moins, où ça plante le décor, où nous est dépeint la vie merdique de Sylvie, si je puis dire. Donc c'est long, les chapitres sont longs et moi j'aime pas trop les chapitres longs parce que j'ai l'impression de jamais avancer. Et en fait j'ai l'impression que c'est un livre qui est assez cyclique, c'est toujours le même schéma en fait. C'est-à-dire qu'elle va mal, elle écrit, c'est sa bouffée d'oxygène, elle se sent revivre, là elle a une poussée de confiance en elle, et puis après tout va mal, elle pense au prêt qu'elle a fait, est-ce qu'elle va pouvoir rembourser, sa famille c'est n'importe quoi, ses proches lui mettent de la pression, nanana. À la limite elle a sa voisine, une petite vieille qui un petit peu la motive, mais bon c'est un peu son seul soutien. C'est en fait tout le temps la même chose, j'ai l'impression, sur 400 pages. Et à certains moments, je voyais plus grand intérêt en fait à cette histoire. Il y avait quand même un potentiel parce que, comme je vous dis, je trouve ça quand même sympa le fait que l'autrice décide de créer donc le personnage principal de cette histoire, Sylvie, qui a une vie un peu morose, et qui à côté, elle, écrit une histoire où son personnage est un peu le reflet de ses rêves. Donc ça, il y avait quelque chose de sympa à exploiter, mais c'est la manière dont ça a été fait que j'ai moins aimé. C'est tout pour mon bilan lecture du mois de juillet. Donc vous voyez des lectures un petit peu opposées finalement. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura convaincu ou non de les lire. Et puis moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous tout le monde!